ce débat mais au bar sur les racismes de France. Donc déjà, merci bien d'être venu. C'est une soirée qui est organisée par Mama Road et d'ailleurs nous sommes d'ici. Donc juste avant de commencer et de donner la parole à Marc, juste pour dire qu'il y a aussi des livres en vente. À l'intérieur, donc si quelqu'un désire acheter un livre, parce que malheureusement ils ne sont pas gratuits, il faut s'adresser à moi, Isabelle. Voilà, donc on est parti pour cette soirée. Voilà, bonne soirée. Du coup, je ne sais pas si elle sera bonne parce que le sujet est un peu lourd quand même. Voilà, on le dit tout de suite. Heureusement qu'il y a des enfants pour alléger un petit peu l'atmosphère. On va quand même parler de racisme de France dans un contexte où on est quelques-uns et quelques-unes à dire qu'on est quand même dans un processus de fascisation. J'y reviendrai, mais l'air du temps n'est pas terrible. On est désolé pour les nouvelles générations, mais c'est pas terrible. Voilà. Alors nous, on a écrit, il se trouve que c'est un bouquin aux éditions La Découverte à plusieurs mains. On est 23 contributeurs, contributrices, avec Olivier Lecourt-Grand-Maison et moi-même qui avons co-dirigé ce bouquin. Mais il n'était pas question qu'on parle de tout. Et c'était très important pour nous que ça puisse s'écrire à plusieurs. Parmi les 23 contributeurs, contributrices, les 2/3, ce sont des personnes qui vivent le racisme dans leur chair, c'est-à-dire que concrètement, c'est pas simplement des universitaires qui ont lu des livres, et on n'a rien contre le fait qu'il existe des universitaires qui lisent des livres, il n'y a aucun problème. Mais c'était important pour nous qu'on parle aussi du ressenti. C'est-à-dire qu'est-ce que ça fait d'être noir dans cette société-là? Qu'est-ce que ça fait d'être tzigane? Qu'est-ce que ça fait d'être arabe, musulman? Et tout ça, bien sûr, se conjugue en fonction des genres. Et donc, vous allez voir que dans ce bouquin, il y a un deuxième grand chapitre où on parle d'anti-tsiganisme, on parle de négrophobie, d'islamophobie, on parle y compris d'antisémitisme et d'antisionisme, on y reviendra. Et puis, on parle aussi de ce que c'est que la blanchité. Parce qu'on n'est pas ici dans un registre de culpabilisation de quoi que ce soit. On le dit tout de suite, pour détendre l'atmosphère, c'est très important pour nous. En ce qui nous concerne, le racisme, c'est pas quelque chose qui relève de la moralité simplement. Et les politiques antiracistes, ça consiste pas à faire des publicités en mode Benetton, où on met un noir à côté d'une blanche, à côté d'un arabe, à côté... C'est pas trop ça. Et c'est encore moins, il est bon votre mafé. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'ici, il y a une petite ambiance. Pour nous, le racisme, c'est un rapport social de domination, comme le sexisme. C'est-à-dire qu'il y a des positions sociales qui sont construites, évidemment, qui ne sont pas décrétées de par la nature. Il va de soi que la race n'a pas de sens, évidemment, pour nous, du point de vue de son essence. Par contre, la race, du point de vue de la construction sociale, ça pèse très très loin. Alors, on a écrit ce livre-là, et on l'a intitulé, bon, c'est mon idée et j'assume, non pas racisme en France, mais racisme de France. Pourquoi racisme de France? Parce qu'il ne s'agissait pas de parler du racisme en France, évidemment il y a des racismes en France. Il s'agissait de comprendre comment la France en tant que telle est capable, alors c'est pas propre à la France, pour chaque État-nation on peut le décliner, mais nous on vit en France, comment la France est capable de produire de la racialisation, de la racisation, j'y reviendrai tout à l'heure, et du racisme dans ce pays-là, évidemment dans ce qu'on appelle les métropoles qui sont des anciennes colonies, les départements d'outre-mer qui sont des anciennes colonies. Alors, racisme de France, pour nous, c'était d'autant plus important que quand on vient à Strasbourg, je m'excuse, hein, peut-être c'est un peu caricatural, hein, mais on a vu de loin, on a regardé un petit peu les médias et on a cru entendre qu'il y a une mosquée qui devait être construite à un moment donné de l'histoire. Ça a fait juste la presse nationale, voire internationale. Et on nous a expliqué, Darmanin en premier, que ce n'était pas possible parce que cette association qui était à l'origine de cette mosquée, eh bien, ne respectait pas cette fameuse charte, les fameux principes de la charte de l'islam de France. Alors on explique un truc, c'est très simple. Il n'existe pas d'islam de France. Voilà, c'est comme ça. En France, il y a des islams, c'est-à-dire que quand on vient d'Asie, des pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, on peut être musulman et musulmane, et il y a différentes façons de cultiver et de vivre son islam. Il n'y a pas un islam de France, il y a des islams en France, qu'on le veuille ou pas, il n'y a aucune raison de naturaliser la chose. Donc, voilà pourquoi on le dit, à la fois il n'y a pas d'islam de France, mais chez les vrais, il y a par contre un racisme. Il y a des racismes de France. L'autre aspect, je viens parce que Blanquer m'a demandé de venir. Parce que Blanquer, il était très cash. Il a dit, je reprends ces mots, ceux qui nous distinguent en fonction de la couleur de peau nous mènent vers le fascisme.
on ne pouvait pas trouver mieux comme introduction en fait au bouquin. Si on n'avait plus demandé de faire la préface, on lui a dit vas-y fais la préface. Parce qu'en vrai, c'est vrai que le problème, c'est que ceux et celles qui nous considèrent en fonction de la couleur de peau, eh bien ça nous mène au fascisme. Et il se trouve qu'on vit dans une société où d'un point de vue institutionnel, on est distingué en fonction de sa couleur de peau, qu'on le veuille ou pas. En 2016, la Cour de cassation a, suite à une plainte en 2015 de Stop Contrôle au faciès, a fait la démonstration que la police française contrôlait les gens en fonction de leur couleur de peau. C'est un fait indéniable, c'est factuel, c'est démontré objectivement, tant et si bien qu'aujourd'hui, puis aujourd'hui parce qu'il vient de quitter, mais Jacques Toubon, à l'époque il était défenseur des droits, Jacques Toubon, c'est pas un gauchiste énervé, hein. Jacques Toubon, pour ceux qui connaissent son parcours, c'est un mec tranquille, hein. Voilà, il est installé, etc. C'est pas le plus nerveux d'entre nous, mais qui a fait le constat avec tous ces appareils que oui, il y a des millions de personnes qui sont et qui ont été contrôlées en France au regard de leur couleur de peau. C'est quand même pas rien. Bon. Et ils le sont d'ailleurs, pas parce que simplement la police l'a décidé, parce que c'est une affaire de police et justice dans cette affaire-là, parce qu'y compris la justice demande, les procureurs demandent, exigent que des contrôles se fassent pour tout ce qui est des lits de résidence en France, lorsqu'on n'a pas les papiers. Et ici, on en connaît un petit morceau. Et donc, tout ce qui va être signe d'extranéité, alors les signes d'extranéité, je vous explique ce que c'est en gros quand t'es pas blanc. C'est ça, les signes d'extranéité. Et donc, les policiers ont le droit de contrôler, ça c'est le procureur qui demande, de contrôler des personnes qui ne sont pas de couleur blanche de peau, dès lors qu'elles sont susceptibles de venir d'un autre pays et donc d'être en situation irrégulière. Alors évidemment, vous imaginez le policier de base, alors quand il n'est pas de base, vous imaginez aussi ce que ça donne, ça contrôle, attire l'arigot. Et bien la Cour de cassation, sur cette décision-là, je donne un exemple de ce que nous appelle le racisme institutionnel, a exprimé le fait que c'était pas normal. La Cour de cassation, c'est quand même l'État français qui dit c'est pas normal que des policiers contrôlent au faciès et que la justice demande qu'il y ait des contrôles au faciès. Mais la même Cour de cassation rajoute dans ce qu'elle décrète, un truc complètement dingue, elle dit en même temps, c'est tout à fait cohérent, qu'il puisse y avoir des territoires en France où sans doute il y a plus de délinquance qu'ailleurs, et dans ces cas-là, les policiers ont le droit de contrôler ici plus qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, la Cour de cassation, qui est l'État, je rappelle, qui est quand même une instance juridique pas des moindres, dit eh bien, qu'il y a, d'un certain point de vue, des territoires qui sont racialisés, des territoires où la police a un pouvoir discrétionnaire plus important à certains endroits qu'ailleurs. Ce qui nous fait dire à nous, et vous allez comprendre où on va en venir quand on parle de racisme de France, qu'il y a en fait un racisme étatique. Quand on parle de racisme étatique, on dit qu'il y a un racisme de l'État, un racisme dans l'État, qu'on appelle racisme institutionnel, je vais y revenir, et un racisme par l'État. Si tu dois retenir une chose avant de t'endormir, c'est juste ça, de, dans et par, comme ça les choses sont claires. Le racisme de l'État, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, mais c'est propre à la création de l'État-nation. Quand l'État-nation France s'est constitué, il s'est constitué, comme le dit Elsa Dorlin, sur une matrice complètement folle, qui est une matrice à la fois raciale et genrée. C'est-à-dire qu'il fallait construire une communauté française totalement imaginaire. Quand je dis construire une communauté française totalement imaginaire, il se trouve que lorsque l'État-nation apparaît, c'est totalement délirant, parce que finalement, il y a certes des Parisiens, mais il y a des Basques, il y a des Bretons, il y a des Auvergnats, il y a des Corses, il y a des personnes qui n'ont pas grand-chose à voir culturellement les unes avec les autres, mais ça, il fallait niveler, il fallait construire un imaginaire totalement délirant, totalement fantasmé, d'une identité française. Et donc, en fabriquant cette identité française, et bien de fait, on fabrique ceux et celles qui sont renvoyés à ce qu'on appelle l'altérité. Le deuxième point très important, c'est que cet État-nation, eh bien, il s'est construit, qu'on ne le veuille ou pas, dans la dynamique de l'esclavagisme et du colonialisme. Tout ça en fait partie. Et ce qu'on appelle la société moderne France, eh bien, elle est bâtie, le capitalisme. Si on vit aussi bien en France, et je mets plein de petits guillemets sur le on et sur le aussi bien, je mets plein de guillemets parce que l'assurance chômage, quand même, elle va faire mal. Hein. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais si la France est ce qu'elle est, et si elle est comme ça d'un point de vue capitalistique, c'est parce qu'il y a eu l'esclavagisme et le colonialisme. Et il faut bien comprendre que sans cela, la France ne serait pas ce qu'elle est, et c'est encore vrai aujourd'hui avec les politiques néocoloniales. Donc racisme de France, on l'entend. Dès la création de l'État-nation française, il y a un problème. Racisme dans l'État, ça correspond, si vous voulez, au racisme institutionnel. Alors ce racisme institutionnel, c'est un concept qui nous vient des États-Unis, de deux personnes qui constatent la chose suivante. Les lois raciales aux États-Unis ont disparu,
On est à la fin des années 60, et pourtant, on constate que les Noirs, les Africains américains ou les Hispano-américains subissent énormément de discrimination au quotidien, dans tous les domaines. Tous les domaines, y compris quand on regarde ceux et celles qui sont atteints du sida et les traitements qu'ils ont, etc., elles sont victimes plus que les autres, toutes choses égales par ailleurs. On le voit actuellement, par exemple, avec le Covid. Le Covid fait plus de morts chez les Noirs et les Hispanos aux États-Unis que chez les Blancs, toutes choses égales par ailleurs, y compris à même condition sociale. Bon. Et ce qui est vrai là-bas, de fait, on ne peut que le constater, c'est aussi vrai aussi en France, j'y reviendrai. Et donc on a, si vous voulez, un racisme institutionnel. Le racisme institutionnel, il n'a pas besoin de l'intentionnalité. Il n'y a pas besoin de dire, c'est pas le gros raston d'extrême droite, c'est pas le gros faf qui dit, moi je supporte pas les Noirs, les Arabes, les Basanés, les musulmans, etc., les Tziganes. Non, ce racisme institutionnel est une réalité, c'est vrai, ça existe dans l'extrême droite, mais nous on dit, faites gaffe, il n'y a peu que l'extrême droite où on véhicule le racisme. Il y a ce racisme institutionnel, c'est-à-dire qui est rentré dans les rouages de la société, qui racialise les individus en fonction de différents critères, qui sont bien sûr des construits sociaux à chaque fois. Quand je dis des construits sociaux, qu'on s'entende bien. Je vais régulièrement ici parler de blanc, de noir, d'arabe, de tzigane, etc. Blanc, noir, c'est pas une couleur de peau. C'est pas du tout une couleur de peau. C'est un statut social. C'est-à-dire, pour le dire autrement, pour faire un parallèle, la société française est genrée, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes. Et les femmes n'ont pas le même statut politique que les hommes. Alors bien sûr, dans les textes, égalité des droits, mais ça c'est dans les textes. 25% d'écart de salaire, ça c'est dans la vie réelle. Et ces inégalités hommes-femmes structurent la société. Ce qui fait dire à Simone de Beauvoir et à d'autres, on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire qu'au-delà de l'appartenance, qu'on se revendique de tel sexe par exemple, ce qui est important, c'est de comprendre que être femme, c'est un statut politique à part entière, et être un homme, c'est un statut politique à part entière. Et quand on est un homme, on a des avantages de fait structurels sur les femmes, dans un ensemble de domaines. Après, on peut rentrer dans les discussions, mais globalement, c'est comme ça. On est dans une société patriarcale où, évidemment, les femmes ont moins de pouvoir, moins d'accès, moins de liberté que les hommes. C'est pas propre à la société française, mais c'est aussi propre à cette société-là, donc on en parle, c'est aussi dans cette société-là, et on en parle. On peut dire que depuis 20 ans, on a des dizaines de milliers de morts noyés, des morts qui ont été anonymés, des morts sans sépulture, des morts sans nom, des morts sans prénom, sans histoire, c'est-à-dire des morts qui sont totalement ignorées. Et ces morts-là, c'est directement la conséquence d'une politique raciste et ouvertement raciste, des politiques Frontex, des politiques de l'Union européenne et donc de la France. Pour dire clairement les choses, vous le savez, vous ne le savez pas, mais il y a des embarcations extrêmement précaires qui partent des côtes libyennes, qui partent des côtes du Maghreb, parce que la Libye est un véritable entonnoir. D'Afrique subsaharienne, on se retrouve au Maghreb et en particulier en Libye. Et ces personnes essaient de gagner la rive, de l'autre côté, la rive méditerranéenne. Essaient d'arriver au Portugal, en Italie, à Malte, en Espagne, etc. On va juste fermer le rouleau, le volet, donc ça va faire beaucoup de bruit pendant alors, quelques secondes. Moi, ça va aller. Vas-y. Mais je peux continuer, c'est pas grave. Ça met même une ambiance très grave dans la situation. Non mais c'est extrêmement important, cette politique de Frontex. Parce que les sans-papiers et les sans-papières, ces personnes qu'on appelle migrants et migrantes, qui sont des personnes bien sûr à part entière et pas entièrement à part, elles sont refoulées par la police de l'Union européenne, cette police maritime qu'on appelle Frontex, qui existe depuis 2014 maintenant, qui a un budget phénoménal, plus de 2 milliards d'euros. Lorsqu'elle voit une embarcation, lorsqu'elle rencontre une embarcation, c'est mieux comme ça peut-être. Non, c'est pas mieux. Lorsqu'elle rencontre, c'est pas trop près. Non, c'est bien. Lorsque Frontex rencontre une embarcation, et elle en rencontre, elle les rabat vers les côtes libyennes, et elle appelle les milices libyennes qui sont formées par l'Union européenne. Les milices libyennes, leurs bateaux sont fournis par l'Union européenne. Les gardes-côtes libyens qui n'existaient pas avant ont été formés par l'Union européenne et donc par l'État français. Et ces personnes-là sont renvoyées vers les côtes libyennes, c'est-à-dire qu'en fait l'Union européenne fait qu'externaliser ses frontières, externaliser les contrôles. Et en Libye,
alors que c'est connu de tout le monde, il y a des crimes contre l'humanité qui sont exercés là-bas. Crimes contre l'humanité, je m'excuse, je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'il y a des jeunes enfants. Mais pour les personnes, pour les femmes, vous imaginez ce que ça veut dire. Donc réduction de l'esclavage, des violences, des tortures, des assassinats, et encore une fois des violences faites aux femmes. Je ne développe pas parce qu'il y a des très très jeunes avec nous ici. Tout le monde le sait. Frontex le sait. Chaque État européen le sait. Et pourtant, c'est 70 000 personnes qui ont été rabattues sur les côtes libyennes et en Libye en particulier. Je vous invite à regarder, si vous voulez, une émission sur Mediapart intitulée C'est dans l'air, où il y a une femme qui témoigne de ce qu'elle a pu subir comme sévices là-bas, en Libye. Pas qu'une femme, mais je trouve qu'elle parle, et elle dit, de manière assez fort, poignant, le traitement qui est fait à ceux et celles qui quittent l'Afrique subsaharienne. Alors ça, c'est pour nous, s'il fallait en douter, bien sûr, un racisme d'État. C'est un racisme de l'État français, mais des États de l'Union européenne. Et évidemment, comme dit Macron, il dit il a les mains propres. Mais évidemment qu'il a les mains propres. Il externalise le sale boulot à des tortionnaires, à des milices, à ceux et celles qui font le sale boulot dans des États qui sont ouvertement négrophobes. Ouvertement négrophobes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'esclavagisme, une personne pour 5000 dinars, ça s'achète comme ça. C'est-à-dire où ces personnes-là, on les lave, on leur demande de montrer leur dentition, on les vend, on les revend, et je ne développe pas, encore une fois, parce qu'il y a des jeunes générations ici. Ça, c'est su, c'est connu de tous ceux et toutes celles qui nous gouvernent dans toute l'Union européenne, et évidemment, de fait, dans l'État français. Autre déclinaison de ce racisme d'État, c'est cette fameuse loi séparatisme. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une loi dite sur le séparatisme que nous on appelle loi séparatisme. Qui dit quoi finalement? Qui dit que si une association, par exemple, ne signe pas une charte de la laïcité, eh bien elle peut se voir fermer ses bureaux, elle peut se voir ses subventions être coupées, etc. Je dis avec d'autant plus de gravité que cette loi sur le séparatisme, elle va arriver au niveau des mairies, des préfectures. Et je ne dis pas que votre maire, Europe Écologie Les Verts, est particulièrement mal intentionné, mais elle pourrait, la mairesse avec son équipe, ça se fait dans d'autres mairies, exiger des associations de signer cette charte-là. Et si ils ne la signent pas, eh bien on peut couper demain les subventions, etc. C'est une façon, encore une fois, de faire ce que vous connaissez bien à Strasbourg, ça s'appelle du clientélisme. En gros, il y aura les bonnes et les mauvaises associations. Celle avec qui on va bosser, celle à qui on va donner du fric et celle avec qui on va couper les robinets. Ça, c'est pour les associations. Mais on a la même chose concernant, évidemment, les fameuses mosquées. Alors qu'on a une loi de 1905 qui dit que l'État a un devoir de neutralité et de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des religions, là, avec la loi sur le séparatisme, eh bien, les préfets, la haute administration, pourra pénétrer carrément, écouter les prêches des imams divers et variés, et imaginez pour une raison liée à l'actualité qui est un prêche qui parle par exemple de la Palestine et de la solidarité avec la Palestine, ça pourrait être sous-entendu comme quelque chose d'anti-républicain. Mais surtout, ce qui est particulièrement grave dans cette loi sur le séparatisme, et c'est pas moi qui le dis, c'est les personnes comme Jean Bobéro qui sont les grandes figures de la laïcité en France, qui disent que le texte de loi, il est écrit avec de telles imprécisions sur les termes, que du coup, il y a une marge de manœuvre d'interprétation pour les préfets, la haute administration, qui permettra de faire tout et n'importe quoi du jour au lendemain. Il suffit d'interpréter comme tu veux le texte, et c'est de ce point de vue-là, parce qu'il y a un pouvoir discrétionnaire, qu'on aura, évidemment, ici des mosquées qui ferment, ici une association qui se voit fermer, couper ses subventions, etc. Et vous voyez comment ça peut être décliné à outrance. On y reviendra peut-être éventuellement là-dessus. Mais juste, comme on est là, et c'est un petit peu la famille, c'est une très très belle famille ici, on va tacler un peu, on va un peu tacler, on va un petit peu se frotter et tout ça. Parce que sur la loi sécurité globale, tout le monde était d'accord pour manifester contre la loi sécurité globale, et on avait raison, et on a raison, parce que c'est une loi particulièrement autoritariste, notamment le fait de ne pas pouvoir filmer la police, par exemple, c'est un véritable scandale. Même aux États-Unis, ils ont pas osé faire ça. Black Lives Matter, et aurait été, évidemment, aurait fait partie de ces structures qui auraient fait descendre des millions de gens dans la rue. Il se trouve qu'en France, c'est quand même pas rien, on nous a pondu un article de loi dans lequel
il nous était rendu impossible de filmer la police et de diffuser ensuite les images, qui est normalement de notre droit de citoyen et de citoyenne. Mais au-delà de ça, si cette loi sécurité globale nous invitait absolument à nous mobiliser, et la gauche a très bien mobilisé, lorsqu'il y a eu la loi sur le séparatisme, je regarde celui qui milite, on a fait des mobilisations sur la loi contre cette loi séparatisme, et très honnêtement, une grande partie de la gauche n'était pas au rendez-vous. Une grande partie de la gauche n'était pas au rendez-vous. Lorsqu'on a dissous le CCIF, une grande partie de la gauche n'était pas au rendez-vous. Lorsqu'on a dissous Baraka City, une grande partie de la gauche n'était pas au rendez-vous. Alors vous imaginez, quand on a dissous récemment l'Observatoire de la laïcité, l'Observatoire de la laïcité, c'est pas nous, c'est Jean-Louis Bianco. Pour ceux qui connaissent Jean-Louis Bianco, c'est pas non plus le plus nerveux des ultra-gauchistes. Jean-Louis Bianco, c'est Jean-Louis Bianco. Il fait son taf. Et il explique très clairement ce qui relève de la laïcité, pas de la laïcité. Et bien même l'Observatoire de la laïcité a été dissous par notamment Darmanin et Schiappa, qui a organisé peu de temps après les assises de la laïcité, dans lequel est intervenue une personne qui n'est pas mon amie, qui s'appelle Caroline Fourest, et qui a balancé rien de moins. Elle dit la chose suivante: l'islamophobie, elle dit comme ça, le mot islamophobie tue. Et elle dit, le mot islamophobie a tué Samuel Paty. Samuel Paty, c'est l'enseignant qui a été, de manière très macabre, évidemment, égorgé, et que nous avons tous, évidemment, condamné cet acte odieux. Mais vous comprenez bien derrière cela, même le terme islamophobie nous est interdit. Et je parle avec d'autant plus d'aisance que les camarades d'ici m'ont expliqué que pour parfois noter le mot islamophobie sur une pancarte, il faut négocier des jours et des jours avec la gauche ou ce qu'il y a tout autour pour pouvoir y arriver. Alors, la bonne nouvelle, par rapport à Schiappa, puisqu'on avait dit qu'ici on taclait et on tacle par derrière pendant l'UEFA, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de carton rouge. Le père de Schiappa, qui est un historien, a constitué, avec Bobéro, avec Jean-Louis Bianco, la Vigie de la laïcité. Ils ont été dissous, ils ont reconstitué une autre structure qui s'appelle la Vigie de la laïcité, où ils disent, donc le père de Schiappa, où il dénonce sa propre fille. Moi j'adore l'histoire de famille. Ah, moi j'adore quand dans les familles ça pousse un peu, etc. Et donc le père dit en gros à sa fille, si vous voulez, il y a eu la claque à Macron, et après il y a des claques symboliques qui font encore plus mal, hein, quand le père, voilà, et dit, il y a une instrumentalisation de la laïcité pour montrer du doigt les musulmans et les musulmanes de ce pays-là, qui est en fait une instrumentalisation islamophobe, etc. Donc je vous invite à regarder de temps en temps la Vigie de la laïcité, qui vient de sortir d'ailleurs un premier texte, et qui montre à quel point aussi cette loi sur le séparatisme est une loi à la fois islamophobe qui relève du racisme institutionnel. J'aimerais vous parler aussi, si vous voulez bien, de la police et de la justice. J'en parlais tout à l'heure, contrôle en faciès, passons, nous sommes d'accord avec ça. Mais on n'a pas invité Zemmour ce soir, il est occupé. Mais Zemmour explique régulièrement à qui veut l'entendre. Il dit, mais regardez quand même, objectivement, les prisons en France sont pleines de Noirs et d'Arabes. Alors, on lui a demandé sur quoi il s'appuie, après bon, il n'y a plus personne, mais il est vrai, comme aux États-Unis, que les prisons américaines sont aussi pleines d'Africains-Américains, d'Afro-Américains, c'est une réalité, et on peut, certaines études ont montré qu'en effet, il y a beaucoup de Noirs, d'Arabes et d'étrangers dans les prisons françaises. Pour partie d'entre elles, ça s'explique pour ceux qui sont liés au délit d'entrée, le délit de séjour, qui sont des sans-papiers qui ont été captés et puis qui se retrouvent là. Pour une autre partie, il faut aller fouiller comment fonctionne la police et la justice. Regardez comment ça se passe, comment se passe le scénario, c'est un film, c'est juste magnifique. Première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, les procureurs autorisent la police à faire des contrôles dans ce qu'ils appellent des territoires où il y aurait un excès de délinquance. Donc les policiers de base décident que dans tel quartier, bien sûr, ce n'est pas la délinquance en col blanc, on ne va pas à Neuilly, hein. Ce n'est pas la délinquance en col blanc, c'est surtout pas cette délinquance qui fait échapper des milliards d'euros chaque année dans les paradis fiscaux et qui appauvrit nos services publics. On ne parle pas de celle-là. On parle de la petite délinquance, si tant est qu'elle soit concentrée dans les quartiers, parce que je le dis, moi j'habite à Argenteuil, on vend du shit à Argenteuil, ouais on vend, c'est même un commerce, nous on est pour la légalisation, c'est un débat. Par exemple, vous avez vu les gilets jaunes, il y a eu des blessés très graves, avec ce qu'on appelle les LBD, les lanceurs de balles défensives, ceux qui ont perdu un œil, etc. Bon. Avant les LBD, il y avait les flashballs. Et les flashballs ont été introduits en 1995 dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'en fait, les quartiers populaires sont des laboratoires d'expérimentation des armes qui visent, eux, non létales,
mais on sait très bien que ça peut tuer par ailleurs. Il y a les BD et les flashballs selon les utilisations. À Argenteuil, nous avons plusieurs collectifs de personnes qui ont été violentées, dont un jeune, voilà, le 14 juillet, qui a reçu un flashball au niveau d'un testicule, qui a explosé en plusieurs morceaux, et tout ça est parti en justice, et la police, bien sûr, a eu gain de cause, et la famille continue à se battre. Donc pour vous dire que cette militarisation de la police est une réalité qui existe d'abord dans les quartiers populaires, et qu'on a retrouvée ensuite dans les manifestations. Je le dis parce que dans cette affaire-là, nous avons tout à gagner à lier nos luttes. Les luttes des Gilets jaunes, les luttes dans les quartiers populaires, ont évidemment des choses en commun. La première des choses, c'est qu'on déloge à la même enseigne. Je donne un exemple, l'assurance chômage qui n'est acceptée par aucun syndicat, le gouvernement veut la faire passer en force, c'est le Conseil d'État qui vient de la casser. Je dis à ce rythme-là, le gouvernement devrait dissoudre le Conseil d'État tel qu'il est parti, là, il n'est plus à ça près, jusqu'à dissoudre le peuple. Vous savez, quand le peuple se comporte mal, c'est le peuple qu'il faut dissoudre, qui continue leur dissolution. Donc on en est réduit où on partage évidemment les mêmes problèmes sociaux, avec plus ou moins évidemment d'acuité, selon qu'on vit dans les quartiers populaires ou pas, c'est plus important. Et donc on a besoin évidemment de lutter ensemble, notamment contre les violences policières. Ça, c'est une nécessité. Alors, si on est d'accord pour parler du racisme dans la police et la justice, je ne m'étale pas davantage, on pourrait, est-ce que c'est la même chose dans des institutions qui sont super propres sur elles? L'école ou la santé. Je parle de la santé. Personne ne peut dire que le personnel soignant en France est particulièrement raciste. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on ne le dit pas. Le racisme institutionnel n'a pas besoin de l'intentionnalité. La question que l'on pose, c'est est-ce que lorsqu'on est migrant, lorsqu'on est étranger, est-ce qu'on est soigné de la même manière dans les hôpitaux, oui ou non? C'est une vraie question. Quand on est homme et femme, est-ce qu'on est traité de la même manière dans les hôpitaux? Je suis sûr que si on faisait un sondage ici, je suis presque sûr que globalement, on aurait tendance à dire oui. On aurait tendance à dire oui. Eh bien, dans les faits, c'est pas vrai. Je vous donne un exemple, hein. C'est pas pour faire polémique, hein. C'est pas le sujet du bouquin, par ailleurs. Mais à chaque fois, je fais le parallèle entre les discriminations genrées hommes-femmes, et je reviens sur les discriminations raciales. Lorsque des hommes se plaignent de douleurs qui irradient le long du bras jusqu'à la main, les médecins particulièrement pensent à des troubles cardiologiques. Pensent au cœur. Pensent au cœur. C'est-à-dire qu'en effet, il peut y avoir ce qu'on appelle de l'angor, des angines de poitrine, des risques d'infarctus, et tout de suite, vous savez, lorsque les mêmes femmes décrivent les mêmes symptômes, eh bien, tout de suite, on dit que ça pourrait être psychosomatique. Autrement dit, on repère moins certaines pathologies chez les femmes que chez les hommes à partir des mêmes symptômes. Comme si les femmes faisaient plus dans le psycho que les hommes. Ce qui est vrai d'ailleurs pour cette discrimination-là, ça existe aussi d'un point de vue racial. C'est-à-dire que ces discriminations genrées, on les retrouve aussi au niveau racial. Vous avez tous entendu parler, je pense, de ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. Pour ceux qui travaillent dans le milieu de la santé, je ne sais pas, ok, le syndrome méditerranéen, lorsque ce sont des Noirs et des Arabes qui se plaignent de douleurs, les soignants ont appris parfois dans leurs écoles de formation que ces personnes-là étaient animées de ce qu'ils appellent le syndrome méditerranéen, c'est-à-dire qu'ils exagèrent la douleur. Tu vois? Genre, t'as mal, mais t'as mal parce que je t'explique, c'est culturel chez toi, tu vois? Tu extériorises trop, tu vois? Et donc, le rapport, bien évidemment, au traitement qui est là pour calmer la douleur, aurait une incidence. Il y a une sociologue, Christelle, qui a travaillé sur, y compris les grossesses, et qui montre à quel point les femmes noires vont être plus sujettes aux césariennes, toutes choses égales par ailleurs, que les femmes blanches lorsqu'elles sont enceintes. D'autres, donc notamment celle qui a contribué à ce livre-là, montrent lorsqu'on est atteint du VIH, du sida, le traitement lié au sida, y compris même la détection du sida, ne se fait pas de la même manière selon que l'on soit blanc ou que l'on soit africain. Les troubles psychologiques et psychiatriques ne sont pas aussi traités de la même manière lorsqu'on est maghrébin des quartiers populaires ou lorsque l'on est blanc. Par exemple, l'hospitalisation par un tiers, elle est beaucoup plus importante chez les maghrébins des quartiers populaires que chez les blancs. Je dis ça sans aucune provocation, mais on pourrait faire un bouquin, voire plusieurs livres, sur les hôpitaux psychiatriques et comprendre à quel point nous les habitants des quartiers populaires, on rempli les hôpitaux psychiatriques. Pas simplement les prisons, parce qu'on psychiatrise aussi les problèmes sociaux.
Hein. On ethnicise les questions sociales et d'un certain point de vue, on psychiatrise les problèmes sociaux. Ça n'a rien de nouveau. Hein. Dans l'histoire, c'est quelque chose qu'on a toujours retrouvé. Lorsque les esclaves aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, pendant la période esclavagiste, lorsque les esclaves se sauvaient pour être libres, c'est-à-dire ils se sauvaient pour ne pas subir le sort des esclaves, eh bien, ils étaient taxés d'une maladie. La maladie, le nom est impossible à retenir. Ça s'appelle la drapétomanie. La drapétomanie, c'est une maladie, c'est un syndrome qui a été inventé par des médecins blancs qui disaient que ces Noirs qui voulaient se sauver, échapper à leur sort d'esclaves, eh bien, étaient atteints de cette maladie. Alors qu'ils voulaient simplement échapper à leur sort d'esclaves, évidemment. On avait, d'un certain point de vue, psychiatrisé, biologisé, un comportement social qui correspondait à un comportement de libération lié à l'oppression de l'esclavagisme. Donc, la psychiatrisation, évidemment, n'échappe pas à tout cela. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'intentionnalité du personnel soignant. Il ne s'agit pas de dire que le personnel soignant a un comportement plus raciste. Pas du tout, pas du tout. Eh bien, il y a malgré tout des mécanismes institutionnels qui fonctionnent là-dedans. Je pourrais donner plein d'exemples, mais encore une fois, dans le cas, c'est développé. Un autre registre où on retrouve le racisme institutionnel, là aussi, c'est pour heurter les bonnes consciences. C'est dans l'école. Il y a peut-être des instituts, des profs ici. Il y a surtout des traumatisés par l'école ici. Ouais. Eh bien, il ne s'agit surtout pas, là encore une fois, de dire que les profs, les instituts, les conseillers d'orientation, avec toute la caricature qu'on fait sur les conseillers d'orientation, les conseillers d'orientation, sont nus par une volonté raciste. Pas du tout. On n'est pas dans l'intentionnalité. La question qu'on se pose est la suivante. Comment se fait-il qu'il y a certains bahuts, certains établissements, où le taux d'échec scolaire soit plus important qu'ailleurs? Comment ça fonctionne? Et comment se fait-il que là où le taux d'échec est le plus important, comme par hasard, ce sont des bahuts où ce qu'on appelle l'indice de ségrégation, c'est-à-dire quand on regarde les proportions de noirs, d'arabes, de blancs, de français, etc., sont très très déséquilibrées. Il y a beaucoup plus de noirs et d'arabes dans ces écoles qu'il y en a même dans le quartier, sachant que déjà il y a une ségrégation spatiale. Pour dire les choses clairement, c'est vrai à Strasbourg. Il y a des quartiers de riches, des quartiers de pauvres, on est d'accord, des quartiers populaires. Eh bien, les gens se logent en fonction de leur porte-monnaie, d'un certain point de vue. Il y a des loyers qui sont plus abordables à certains endroits qu'à d'autres. Donc on dit qu'il y a une ségrégation spatiale par la finance, parce que tu gagnes. Mais la ségrégation raciale est plus importante encore que la ségrégation sociale. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es noir et arabe, à salaire équivalent, tu as encore plus de mal à te loger dans ces quartiers-là que dans d'autres. Du coup, il y a des quartiers où il va y avoir beaucoup plus de noirs et d'arabes que dans d'autres quartiers. Est-ce que je ne sais pas si je suis clair. L'argent est un facteur de ségrégation, ok, mais la race comme construit social, en est un qui agit encore plus fortement. Voilà pourquoi il y a des quartiers qui sont particulièrement densifiés en population étrangère. Eh bien, quand on regarde maintenant les écoles, vous savez que ça se appelle une carte scolaire. La carte scolaire dit que tu vas dans l'école de ton quartier, c'est ça la carte scolaire. Et donc, on devrait normalement retrouver le même type de population dans une école que celle qui vient dans ton quartier. Est-ce que ça va à peu près? Eh bien, on constate encore une fois des travaux faits par des sociologues de l'éducation, Félouzi, à Marseille, à Bordeaux, dans différentes villes, sur des milliers d'élèves, et plusieurs écoles, des dizaines et des dizaines d'écoles, montrent qu'il y a une ségrégation raciale plus importante dans les écoles que dans le quartier. C'est-à-dire que depuis qu'on a assoupli la carte scolaire, les personnes font en sorte que leurs enfants n'aillent pas dans l'école la plus pourrie du coin. Et ceux qui ont le plus de mal à obtenir des dérogations via les options, via les classes d'élite, etc., ce sont ces personnes qui sont d'une part pauvres et d'autre part arabes, noirs, ziganes. Et donc on a des écoles où il y a une ségrégation raciale très 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 importante. Parfois elle n'a pas 80%. C'est-à-dire pour revenir à un équilibre, il faudrait enlever 80% des élèves pour pouvoir obtenir l'équilibre qui correspond globalement à celui qu'on a dans une ville. Vous allez me dire, le fait qu'on ait des écoles où il y a beaucoup d'arabes et de noirs, en quoi c'est un problème? En soi, c'est pas un problème. Je vous dis franchement, en soi, c'est pas obligatoirement un problème. Sauf que on s'aperçoit que les moyens financiers
alloués à ces écoles sont moins importants que dans les autres écoles. Et c'est là où ça devient un problème. Concrètement, ça se traduit, on en parlait tout à l'heure en voiture, en venant ici, je ne sais plus qui en parlait, dans ces écoles paupérisées, on a des enseignants qui sont les plus précaires, voilà, on en parlait avec Isabelle, ce sont là où on a les enseignants les plus précaires, donc qui reviennent le moins cher à l'éducation nationale, qui ont le moins d'expérience pédagogique, etc., etc. Et donc, c'est très clair, quand on regarde ce que donne l'état de droit pour des élèves de quartiers populaires et pour des élèves du centre de Paris, eh bien on a des facteurs hallucinants, c'est-à-dire que quand on est enfant, on n'est pas traité à la même enseigne quand on va à l'école. Et du coup, ça a une incidence sur l'orientation, ça a une incidence sur la diplomation, et vous comprenez du coup pourquoi, dans certaines sections, dans certains lycées professionnels en particulier, il y aura plus d'arabes et de noirs qu'il n'y a de blancs. Quand je dis de blancs, encore une fois, je parle de construits sociaux, il ne faut pas tomber de sa chaise, c'est simplement qu'on n'a pas les mêmes destins scolaires, tout simplement, avec les conséquences que ça a derrière. Et s'ajoute à cela, quand on parle de discrimination raciale dans l'école, s'ajoute à cela qu'il y a la moitié des enfants tziganes, roms, de 12 à 18 ans, je crois que c'est ça, en tous les cas, 6 000 enfants avant 18 ans, plus que des enfants du coup, qui ne sont pas rentrés à l'école. En France, c'est 2,5 fois plus important de décrocher un entretien d'embauche quand on n'est pas français, à partir du patronyme, que lorsqu'on est noir aux États-Unis. Et je répète, aux États-Unis, les discriminations raciales au travail, c'est une machine de guerre. C'est pour dire que lorsque, en France, la main sur le cœur, on s'émeut des discriminations raciales qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, en disant c'est pas normal ce qui se passe aux States, mais en France, des violences policières jusqu'à discrimination au travail, aux discriminations institutionnelles, c'est une réalité. Et comme je parlais tout à l'heure du Covid aux États-Unis, en France, c'est pareil. En France, le Covid a fait plus de dégâts chez les populations africaines, les populations qui ne sont pas nées en France, de manière générale, que sur celles qui sont nées en France. Les chiffres sont éloquents. C'est environ 2,2 fois plus de personnes qui sont tombées malades du Covid, avec une mortalité qui est du même ordre. Mais quand je dis pas né en France, j'ai mis dedans l'Europe. Pas né en France, j'ai mis dedans l'Europe. Si je mets l'Europe de côté et je m'intéresse aux Maghrébins, aux Africains subsahariens et aux Asiatiques, on est de l'ordre de 3 à 5 fois plus de mortalité. Et on le voit comparativement, lorsqu'on regarde la période du premier confinement entre mars-avril 2020 par rapport à mars-avril 2019, c'est éloquent. Et donc, on a été les premières victimes du Covid en France, les premières victimes du Covid en France, ce sont ceux et celles qui vivent dans les quartiers populaires et particulièrement les personnes qui ne sont pas nées en France. Et on explique très bien pourquoi. Ce sont les plus fragiles médicalement. Elles ont les moins de couverture sociale, elles ont les boulots les plus pourris, elles prennent les transports en masse et elles occupent des lieux densément peuplés, c'est-à-dire que concrètement, dans les quartiers populaires, on se retrouve plus nombreux au mètre carré. Et donc, le confinement, paradoxalement, a augmenté la mortalité, la surmortalité et le fait d'attraper le Covid. Le fait d'être confiné et de ne pas rester en bas du quartier, ça a provoqué plus de dégâts de ce point de vue-là. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça fait un petit moment que je parle. Il y a les médias, évidemment, on pourrait parler des médias. Il y a tous les ressorts, la négrophobie, l'islamophobie, etc. Ça fait partie des chapitres qui sont abordés ici. Et puis, il y a un dernier grand chapitre sur ce qu'on appelle les résistances, peut-être qu'on en parlera dans le débat. Eh bien oui, comment est-ce qu'on résiste au racisme? Il y a différentes façons de résister. Je vais juste en balancer un pour foutre un peu d'embrouille. C'est le fait que, oui, la non-mixité est une nécessité absolue. Les femmes l'ont revendiqué dans les années 60 et les années 70, le fait de se réunir en non-mixité, et pas simplement pour libérer la parole. Oui, pour libérer la parole, parce qu'on libère mieux la parole quand on est entre femmes que lorsqu'il y a des hommes. Et c'est très important. Mais pas simplement pour libérer la parole. Pour mettre en place des stratégies d'action. Pour mettre en place des tactiques de lutte. C'est-à-dire qu'il s'agisse aussi de mettre en place des activités de lutte. Eh bien, cette non-mixité, elle est largement revendiquée, oui, quand on est musulman ou musulmane, de pouvoir se retrouver dans ce qu'on appelle un entre-soi, entre guillemets, pour pouvoir discuter de tout cela. Mais ça n'a strictement rien de nouveau.
ça n'a strictement rien de nouveau. Jean-Paul Sartre relevait concernant les Juifs, lorsque dans les années 30, ils subissaient l'antisémitisme, et il disait, si les Juifs se retrouvent entre eux, c'était pas pour être Juifs parmi les Juifs, mais c'était pour être hommes parmi les hommes, c'est-à-dire être capable de se considérer à égalité de droit et de parler de ce qu'ils subissaient, de ce qu'elles subissaient entre eux et entre elles, mais évidemment, après, avec des stratégies d'alliance qui allaient derrière. On parlera aussi de l'intersectionnalité, peut-être, dans les stratégies de résistance. Voilà. Donc ensuite, voilà, je m'excuse, j'ai été un peu long, mais il fallait que je parle des 23 personnes qui ont contribué à ce livre-là avec les différents chapitres, mais on y va de chacun de ces expériences politiques, de ces douleurs de peau, d'être, et puis on boit des coups aussi. Hein, voilà.